Alors à quoi rêvent les Français aujourd'hui? La France de propriétaires est-elle toujours la priorité des politiques et celle des citoyens? Le modèle du lotissement est-il en bout de course à l'heure du changement climatique? Le rêve pavillonnaire est-il devenu un non-sens écologique? Comment repenser ce modèle et quelles sont les alternatives pour un habitat plus vertueux? On en parle ce soir avec mes invités. Ça fait beaucoup de questions, mais on a le temps d'y répondre. Bienvenue à vous tous. Patrick Henry, bonsoir. Vous êtes architecte, urbaniste, professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. À vos côtés, Jean-Marc Stébé, bienvenue à vous. Vous êtes sociologue, professeur d'études urbaines à l'Université de Lorraine, à Nancy. Et dans votre dernier livre, coécrit avec Hervé Marchal, vous vous intéressez précisément au pavillon, une passion française. Donc, vous allez pouvoir nous en parler. En face de vous, Amandine Hernandez. Bienvenue à vous, Amandine Hernandez. Vous êtes urbaniste, directrice des opérations chez Ville Vivante. Alors, c'est une start-up dont le but est de freiner l'artificialisation des terres, tout en construisant de nouveaux espaces pour accueillir de nouvelles familles, de nouvelles personnes, et notamment avec ce fameux BIMBY, Build in my backyard, construire dans mon jardin, en bon français. Vous allez nous raconter comment ça marche tout à l'heure. Et puis enfin, Xavier Degercy, bienvenue à vous. Vous êtes journaliste à Télérama. Vous avez fait d'ailleurs une enquête qui a fait grand bruit à l'époque. Elle s'intitulait « Halte à la France moche ». Ça, c'était en 2010. Depuis, cette expression s'est banalisée. Preuve que vous étiez visionnaire, on peut presque dire. Visionnaire, je ne sais pas, mais en fait, je pense qu'on est arrivé à un moment où cet étalement urbain, c'est-à-dire cette addition de petites zones pavillonnaires, de zones commerciales, etc., commençait à devenir visible un peu partout et à former une sorte de banlieue interminable dans certaines régions de la France, par exemple en Bretagne ou sur la côte méditerranéenne. Donc, en fait, un jour, on s'est aperçu de ça, tout simplement, et on a voulu en parler et enquêter, mettre des mots là-dessus. Peut-être des mots un peu brutaux, mais il fallait le dire à un moment, quoi. Oui, vous faites référence au mot moche. Vous parliez aussi de métastase périurbaine. Et puis, cette France moche, c'est vrai que c'était un terme à l'époque qui avait fait réagir, un peu décrié, parce qu'on trouvait ça peut-être un peu méprisant, peut-être, je ne sais pas. Mais vous savez, à un moment, il faut faire un titre, alors peut-être un peu polémique, un peu provocateur, mais on a 3 mots pour dire les choses sur la couverture du magazine. Et je pense que si on avait mis halte à l'étalement urbain ou halte à l'artificialisation des sols, ça aurait peut-être un peu moins fonctionné. C'était moins vendeur. Voilà. Mais il y a tout un tas d'autres notions dans cette enquête, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette histoire de... Enfin, le fait qu'on consomme énormément de terrain pour finalement peu de logements, qui est un problème très français, très spécifique à la France. Oui, on va revenir sur cette notion d'étalement urbain, pour le coup, qui est effectivement très spécifique à la France, et on pourra peut-être développer un peu pourquoi. Juste peut-être, si on se projette 10 ans après, est-ce que du coup, le constat a changé, Jean-Marc Stébé? Est-ce que cette passion française, pour reprendre le titre de votre livre, pour les pavillons existe toujours? Bien sûr. Monsieur Jarcy a écrit la semaine dernière dans Télérama « La France moins moche ». Si j'ai bien retenu votre titre. Et, il y avait un point d'interrogation. Il y avait un point d'interrogation. Et peut-être que dans quelques années, vous écrirez « La France plus belle », peut-être. On espère. On espère. Voilà, on espère que les politiques seront à l'écoute de ce que vous avez dit. En tout cas, pour la question du pavillonnaire, malgré la défiguration, malgré cette France moche, malgré l'étalement urbain, malgré le royaume de l'automobile, l'artificialisation des sols, parfois c'est mal desservi. Oui, l'augmentation des gaz à effet de serre. Le pavillon est toujours d'actualité. Depuis 1947, 80% des familles françaises souhaitent résider dans un pavillon avec jardin. Attention,
C'est pas un pavillon mitoyen qui fait froid à la rue. Et aujourd'hui, la dernière enquête de février 2023 de la Fédération française des constructeurs de maisons individuelles montre que c'est 82%. Donc on a une sorte de constance depuis 70 ans à peu près sur cette volonté de résider dans un pavillon. Dans un pavillon. Et vous dites malgré. Alors, ça veut dire aussi que ça a été poussé par l'actualité, j'imagine, par nos modes de vie et l'évolution de nos modes de vie, qui nous pousse aussi vers cette appétence pour le jardin, pour la maison individuelle. Je pense notamment au Covid qu'on a traversé. Bien sûr, là, vous avez raison de souligner la question du Covid qui a accéléré cette volonté de résider dans un pavillon. Et on parle dans notre ouvrage avec Hervé Marchal d'habitat total pour montrer qu'aujourd'hui, ce pavillon est un habitat total, c'est-à-dire qu'il permet de modularité, de moduler les pièces, c'est-à-dire que le garage devient une pièce pour répéter le piano ou la batterie, une des chambres pour, quand les enfants sont partis, pour faire du tricot ou pour faire de la couture, etc. Donc le pavillon est devenu un élément total où on peut s'exprimer assez fortement, et notamment dans son jardin. Et justement, le jardin permet de recevoir des amis autour de la piscine, parce que l'élément important du pavillon, c'est la piscine, c'est le trampoline, c'est le barbecue, etc. Mais ça va faire frémir probablement certaines personnes qui nous écoutent aussi, puisque tout ça n'est pas forcément compatible avec le défi écologique. Xavier de Jarcy, puis Amandine Hernandez. C'est que la question du pavillon ne peut pas être séparée de celle du logement collectif. Le problème, c'est que les logements collectifs ne sont pas adaptés à ce que recherchent les Français. Effectivement, tout ce dont vous avez parlé, on ne trouve pas dans un appartement, notamment parce que les appartements français sont beaucoup trop petits. La France est le pays d'Europe où les logements sont les plus petits. La moyenne, c'est 90 mètres, alors que partout ailleurs en Europe... 90 mètres carrés 90 mètres carrés. Pour quoi? Pour une famille, c'est ça? C'est la moyenne des logements, de la taille des logements, alors que partout en Europe, c'est 100 mètres carrés. Et si on regarde simplement la taille des appartements, donc les logements collectifs, c'est beaucoup plus faible et ça ne cesse de diminuer depuis 30 ans. En 30 ans, on a perdu à peu près 10 mètres carrés par appartement, neuf. C'est-à-dire qu'on a supprimé la cuisine, on a supprimé l'entrée, on n'a plus d'appartements traversants, donc on ne peut pas les aérer l'été. Et en plus, ça coûte plus cher qu'une maison, puisque pour un appartement de 50 mètres carrés, vous avez une maison de 100 mètres carrés. Donc évidemment, avec garage, avec jardin. Mais avec aussi tous les coûts cachés qu'on a pu voir dans le documentaire et qui sont aussi des coûts qui sont parfois à prendre en compte et qu'on n'a pas forcément en tête au moment de l'accession. La propriété qui reste quand même donc le Graal pour les Français. Oui, alors l'accession à propriété, ce qui reste le Graal, c'est d'être bien chez soi. Et c'est vrai que, comme le dit Xavier juste à côté, en fait, être bien chez soi, c'est pas forcément être propriétaire, mais en tout cas, c'est vrai que le bien chez soi, aujourd'hui, le jardin, et depuis du coup la crise sanitaire, il y a eu un regain en fait de cette envie de travailler son jardin, d'aménager, de créer son potager aussi parfois, qui est revenu en force. Et là où je pense que c'est un peu caricatural de dire à côté de la piscine, le rêve de la piscine et tout, bien sûr, ça y est, mais aujourd'hui, on voit que les ménages des nouvelles générations, en fait, elles n'ont pas forcément envie d'avoir un grand terrain, parce qu'elles n'ont pas forcément envie tous les week-ends d'entretenir. Effectivement, elles ont envie de pouvoir accueillir, et on le voit dans le reportage, un barbecue et des amis le week-end, mais c'est plutôt on va dire des attentes et des envies assez raisonnables au final, en termes de taille. Et ce qui fait que les gens, on va dire tout l'étalement urbain, il y a eu un moment où en fait c'était imposé, il y avait eu un minimum parcellaire, 10 ans en arrière, ça existait encore. C'est-à-dire qu'on imposait une surface minimale, donc il fallait 1000-1500 mètres carrés au minimum pour pouvoir construire une maison. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Ça a été supprimé. Peut-être on peut rappeler justement ce chiffre. Et pour le coup, vous, Patrick Henry, qui êtes spécialiste des sols, vous les avez, j'imagine, en tête. Tous les 10 ans, on a quand même l'équivalent d'un département français qui disparaît sous le béton, le bitume. Et quand un Anglais urbanise 1 hectare,
Nous, en France, on en consomme 1,5. Donc c'est intéressant de revenir sur cette spécificité française aussi, de ce fameux étalement urbain. Ouais, c'est une spécificité française. Comme on l'a vu dans le documentaire, c'est aussi un modèle exporté des États-Unis en particulier, avec les suburbs. Les suburbs, avec la maison individuelle, son jardin autour, etc. Mais avec effectivement une application sur le territoire français assez massive. Et en particulier, on l'a vu aussi depuis les années 70, quand on a commencé à vouloir arrêter la politique de construction de logements sociaux et de logements collectifs surtout. Et je rejoins Xavier de Jarcy dans la mesure où le pavillonnaire, on ne peut pas le décorréler de la ville dense et des questions de logement et de la question de l'alternative qui est proposée aujourd'hui aux Français pour habiter. Hein, on dit qu'il y a une crise du logement, qu'il faudrait construire 400 000 nouveaux logements par an. Ce chiffre, on ne sait pas très bien d'ailleurs d'où il sort, d'où il vient, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est répété. Et on voit bien que le pavillon, il a tous les atouts qui viennent d'être appelés, du jardin, de la convivialité, d'une certaine forme de convivialité, de proximité, d'éléments de nature, etc. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une crise du logement en général. Oui, alors on va revenir justement à cette crise du logement et aux pistes. Pour le coup, et aux alternatives dont vous parlez pour proposer des logements en français. Le film montre quand même très bien le poids des politiques publiques dans cet étalement urbain aussi, et puis dans l'accession à la propriété, entre Valéry Giscard d'Estaing qui encourage une France des propriétaires, Nicolas Sarkozy qui présente la propriété comme le remède à tous les maux de la société. On voit que l'habitat correspond à des visions aussi finalement idéologiques. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aujourd'hui revoir notre rapport à la propriété ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est corrélé, c'est désirer un pavillon et aussi être propriétaire. Aujourd'hui, on a 58... Une sorte de réalisation. Oui, une sorte de réalisation, une patrimonialisation aussi, c'est extrêmement important. Avoir son jardin, sa maison ou son logement dans un immeuble collectif, c'est avoir un patrimoine que l'on va pouvoir céder à ses enfants. Ça, c'est extrêmement important dans les familles françaises, peut-être moins important dans d'autres pays, mais en tout cas, en France, c'est extrêmement important. C'est cette vision du patrimoine. Et vous avez raison de préciser que l'élément central, c'est d'avoir son logement, mais c'est d'être propriétaire. Aujourd'hui, on n'avance pas sur la propriété, on n'avance pas. Depuis à peu près une vingtaine d'années, on est entre 55, 57%, on est à 58%, 57,6% en 2022 aujourd'hui à peu près de propriétaires. Hein. Mais ça reste une fin en soi et on le voit malgré, on parle des dossiers de surendettement suite à un achat immobilier qu'on bondit de 40% en 15 ans par exemple. La propriété reste tout de même une fin en soi. C'est quelque chose où on entend par exemple le témoignage de Jean-Claude dans le sujet qui parle de lui et qui en surendetté jusqu'au cou pour rembourser sa maison, mais qui dit « ma maison est un boulet et malgré tout, je ne m'en séparerai jamais car c'est ma dignité ». C'est un parcours résidentiel positif quand même. Voilà, quand on a été locataire toute sa vie, une grande partie de sa vie, en fait, devenir propriétaire, c'est quand même une fierté. Il y a quand même une fierté de pouvoir effectivement léguer son patrimoine, transmettre quelque chose, c'est de l'ordre de la filiation, de la transmission. Donc oui, ça existe toujours. Après, de toute façon, que ce soit sous la forme de propriété ou en tant que locataire, la question de l'étalement urbain reste la même au final. Mais oui, ça existe toujours. Oui, le modèle de la propriété, il est effectivement dominant. Il a été construit, on le voit dans le documentaire. Hein, il y a eu beaucoup d'aides de l'État avec des questions de taxes, d'imposition, etc., ou d'aides, de prêts, etc. Mais aussi, on voit la difficulté de la patrimonialisation dont Jean-Marc Strebé parlait à l'instant. C'est en fait, on n'arrive pas forcément à revendre son pavillon parce que c'est des biens qui n'ont pas forcément tous la même valeur selon les endroits où ils sont situés, selon la façon dont ils ont été construits. La constructibilité, enfin la construction, pardon, la façon dont ça a été réalisé est souvent sujette à caution. On le voit dans le reportage, il y a des familles avec cette femme Yasmine qui a des fissures, qui n'arrive pas à revendre son pavillon. Ça pose quand même la question de la pérennité de ces espaces et de la transmission qui est quand même en question, puisque effectivement à la base on aurait voulu construire pour transmettre à ses enfants.
Oui, pardon. Alors, juste sur la question de la valeur d'un bien qui a du mal à se vendre, le gros problème, et on le voit bien dans le reportage, c'est que souvent, on a choisi de bâtir, ou on a bâti dans des endroits très très reculés, des zones où en fait il n'y a pas de centralité, où il faut beaucoup se déplacer pour aller accéder au bassin d'emploi. Et en fait, c'est ça qui fait, on va dire, la valeur de votre propriété, de votre bien, de votre maison. Est-ce qu'en fait, elle est bien située ou pas? Mais, tout à fait. Mais là, pour le coup, il y a la question de la responsabilité des maires, par exemple, dans l'installation de ces lotissements, qui sont, vous le rappelez, souvent un non-sens écologique. Aujourd'hui, on s'en rend compte, ou même économique, quand ces mamans seules, par exemple, se retrouvent très éloignées de leur travail, doivent arrêter de travailler pour garder leurs enfants qui, par ailleurs, ne peuvent pas rester à la crèche. Est-ce que cette responsabilité est aujourd'hui très soulignée, montrée du doigt concernant les maires dans ces autorisations-là, dans ce soutien finalement à l'installation de ces zones-là? Alors, il y a un problème qui est très important, c'est que rendre un terrain constructible, ça procure des revenus aux agriculteurs. En France, l'agriculture paye très mal. Donc, quand un agriculteur arrive à l'âge de la retraite, il sait qu'il va toucher une toute petite retraite. Donc, s'il convertit son terrain agricole, qui coûte rien, en plus, le terrain agricole coûte très peu d'argent en France. Donc, s'il le convertit en terrain à bâtir, ça va lui faire, ça va améliorer sa retraite. Donc, les agriculteurs sont tout à fait pour la construction de lotissements. Souvent, le maire lui-même est un agriculteur, donc il comprend très bien le problème. Et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Donc, ils sont acteurs aussi de cette artificialisation des sols et de ces pavillons qui sortent de terre. Mais donc, ça pose aussi la question du revenu agricole. Donc, c'est assez complexe. C'est pour ça qu'on parlait de politique publique. Il y a aussi, j'imagine, des promoteurs qui promettent monts et merveilles à un élu. C'est difficile de résister, puisque ce sont aussi des rentrées d'argent, une population qui s'installe, une promesse de vivacité économique, de pôle d'attractivité pour parfois un lieu, une commune isolée. Une commune isolée. Bien sûr, on le voit bien, comme vous le dites, ce sont les agriculteurs qui ne sont pas forcément défavorables à la construction d'un lotissement, mais le maire est lui aussi en première ligne devant ses concitoyens qui viennent frapper à la porte de la mairie et qui disent on ne veut pas perdre d'école, on ne veut pas perdre la poste, on ne veut pas perdre la gendarmerie, etc. Donc lui, il se dit qu'est-ce qu'on peut faire? Bannir un niveau d'habitat correct et de faire éventuellement monter la courbe démographique et donc de construire des lotissements. Alors aujourd'hui, avec la loi climat, c'est réglementé, c'est encadré, mais jusqu'à la loi climat, c'est pour 2050, le zéro artificialisation nette. Des sols, voilà. Mais jusqu'à présent, avant la loi climat, il y avait une tendance forte des maires, que ce soit des petits villages, des bourgs, des villes moyennes ou des grandes métropoles, de maintenir un niveau d'habitat satisfaisant pour accueillir des personnes et pour maintenir les classes. Il faut quand même. Donc, c'est une volonté de la part des familles de résider dans un pavillon, mais c'est en même temps aussi une volonté des maires et des agriculteurs aussi. Tout cela est assez complexe, qui n'est pas forcément montré tout à fait clairement dans le film. On entend juste une mère, effectivement, qui explique que maintenir à flot la population de sa ville permet de toucher des subventions. Et même élever le nombre de personnes vivant dans cette ville-là ou dans cette commune permet de toucher davantage de subventions. Donc c'est très, très lié également. On peut voir aussi le phénomène pavillonnaire comme un résultat ou un effet visible de la compétitivité qui s'est installée aussi entre les territoires.
Ce que dit la maire dans le reportage, c'est très clair. C'est si je ne donne pas des signes de dynamisme de mon territoire, mes subventions baissent, les classes vont fermer, etc. Donc il y a aussi cette injonction à dynamiser les territoires, à les développer. Et les maires, souvent de petites communes, communes agricoles, comme le dit Xavier, ne sont pas armés ou ne sont pas suffisamment formés ou n'ont pas une vision suffisamment claire. Et on ne peut pas leur reprocher véritablement, mais en tout cas, pour se dire, est-ce que c'est véritablement le bon chemin pour dynamiser ma commune, quoi. Alors, Amandine Hernandez. Oui, voilà. Récemment, quand même, ça tend à évoluer. Hein. Enfin, je veux dire, les pouvoirs publics s'en sont rendus compte. Et d'ailleurs, la compétence urbanisme est revenue à une autre échelle. Donc, aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Donc, où vraiment, on réfléchit l'aménagement d'un territoire à l'échelle de plusieurs communes. Et pas juste, on laisse chaque commune, on va dire, tirer le premier pour sortir son lotissement et rafler la mise. Donc, ça ne se passe plus comme ça aujourd'hui. C'est plutôt intégré. Et juste, je voulais revenir quand même sur les ménages. Les ménages ne font pas le choix d'aller habiter loin. En fait, ils n'ont pas d'autre option. Ils n'ont pas d'autre option, ou on le voit bien dans le film aussi, on leur vend parfois du rêve qui est loin d'être une réalité. C'est aussi la responsabilité qui se pose des promoteurs. Pour le coup, alors moi, en découvrant ce documentaire, je me dis aussi, parfois on a un tableau très noir avec des situations dramatiques de personnes qui s'éloignent à plus de 2 heures de leur travail, donc qui se surendettent, des logements, vous l'abordiez, dont le bâti s'abîme, des travaux qui ne sont pas finis. On a un peu l'impression que c'est la jungle et on se demande si finalement les promoteurs échappent à une certaine régulation. Alors, jusqu'à très récemment, certainement. Ah oui, vous confirmez? On va dire que jusqu'à très récemment, en fait, c'était un peu... certainement, on le voit dans le reportage. Donc, en fait, on a vu qu'il y avait eu des quartiers qui avaient été construits. Bon, on peut, maintenant qu'on est quelques années, qu'on a le recul, on peut se dire, bon, c'était peut-être pas la bonne façon d'aménager le territoire. En plus, il faut revenir quand même dans le passé. L'énergie pas chère. Donc, on peut prendre sa voiture, l'essence pour aller au travail. Ça ne pèse pas dans le budget des ménages, facilement. Il y a moins de prise de conscience écologique de la part des ménages aussi, et de la part des élus, bien évidemment. Donc, aujourd'hui, ça tend à évoluer. Et même les ménages aujourd'hui, c'est des considérations économiques en premier lieu, et puis après écologiques, cherchent à être au plus proche de leurs emplois. Parce qu'ils n'ont plus les moyens financiers justement de se déplacer. Non, on peut dire qu'aussi en matière d'urbanisme, durant tout le XXe siècle, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, c'est le règne de la voiture, la bagnole qu'on adore, la n'est-ce pas? La fameuse bagnole. Vous faites écho à la phrase d'Emmanuel Macron d'il y a quelques jours. C'est une constante. C'est une constante parce qu'aussi bien les UP, les grands ensembles ont été aménagés, construits dans des endroits qui étaient peu accessibles ou pas accessibles au transport en commun. Et le pavillonnaire qui apparaît juste avant la crise pétrolière de 73 se sert de la voiture comme vecteur de déplacement. Et c'est vrai qu'avec les évolutions actuelles, le coût de l'énergie, etc., le coût des carburants, on arrive à l'essoufflement complet de ce modèle. Enfin, et d'ailleurs, on se pose du coup la question, si ce modèle-là, cette maison individuelle telle que ce modèle-là le propose, est compatible avec le défi écologique qui nous attend. Mais alors en fait, les Français, historiquement, ont toujours habité à la campagne. En fait, c'est pas si nouveau que ça. C'est-à-dire que la France est restée un pays très rural. Il y a peut-être une différence entre la zone pavillonnaire qui sort de terre et la maison à la campagne dans des organisations de vie différentes, dans des communes. Il y a 30 000 communes, il y a beaucoup de hameaux, de villages de 300 habitants, de petits bourgs de 3 000 habitants. Et ça, c'est la réalité du peuplement de la France, ce qui est très différent de celui d'autres pays. Ce qui veut dire que ce que vous dites aussi, c'est qu'en fait, il va falloir s'adapter à cette réalité-là. C'est que avant, on s'était adapté, c'est-à-dire que le train allait n'importe où, dans n'importe quelle petite ville, vous aviez une gare. J'ai regardé dans le Limousin, il y avait un tramway, il y avait 300 km de lignes de tramway dans le Limousin, jusque dans les années 1950. Donc, on pouvait aller partout en tramway, on n'avait pas besoin de voiture. Il y avait aussi les commerces ambulants. Il y a la petite camionnette du boucher qui arrivait dans votre village, donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc, tout ça était organisé. Le problème, c'est que tout ça, on l'a perdu, parce qu'on a construit des zones commerciales dans lesquelles on peut aller qu'en voiture.
on a fermé énormément de gares, on a supprimé tout un tas de services publics, des hôpitaux, des cliniques. Et donc, effectivement, ça devient problématique. Mais il faut... ce qu'on a fait autrefois, on doit pouvoir être capable de le refaire aujourd'hui. Parce qu'on va pas... Je pense qu'on ne va pas démolir les lotissements en disant aux gens d'aller habiter en centre-ville. Ils sont là, il faut effectivement s'adapter. Patrick Henry. La description qui vient d'être faite, elle est tout à fait juste. On comprend bien que le pavillonnaire est devenu un produit immobilier qui s'implante indépendamment de toute logique d'urbanisme, d'aménagement, d'équipement. Et aujourd'hui, on ne va évidemment pas démolir les zones pavillonnaires existantes. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut revenir, je pense, pour ma part, à une vision plus globale du territoire et de ne plus penser simplement ces zones pavillonnaires comme uniquement des opportunités foncières à construire, mais revenir à une politique publique de l'aménagement du territoire, dans lequel d'ailleurs l'État doit jouer un rôle beaucoup plus clair qu'il le joue aujourd'hui. On parlait des injonctions contradictoires portées aux élus qui doivent d'un côté développer leur commune et en même temps respecter les questions environnementales et prendre en compte ces sujets-là d'une manière beaucoup plus forte. À un moment donné, comment on applique véritablement cette question-là? Donc, la remontée effectivement aux communautés de communes, aux collectivités plus larges que simplement à l'échelle des communes et des maires, c'est une bonne chose. Mais il faut avoir une vraie vision du territoire pour véritablement équiper et sortir de cette impasse. Alors, vous proposez, vous, Amandine Hernandez, une méthode, BIMBY, Build in My Backyard, donc construire dans son jardin, en version française, qui permet justement d'apporter une réponse à d'abord les zones pavillonnaires qui existent déjà et d'utiliser des parcelles de terrain qui existent déjà pour créer d'autres zones d'habitation. Expliquer concrètement comment ça marche. C'est ça. Alors en fait, on accompagne des centaines de particuliers à créer eux-mêmes dans leur jardin une opportunité de créer du logement. Donc soit en construisant un logement pour eux-mêmes, à côté, derrière, ou en surélevant leur logement, voilà, pour eux-mêmes, ou pour une autre famille qui va venir habiter à côté de chez eux. Faut savoir, je reviens juste sur le potentiel. En fait, il y a 20 millions de maisons individuelles en France. Et quand on se disait où elles sont situées, quel est le problème? En fait, c'est un énorme potentiel pour aussi venir travailler sur ces zones de lotissement ou ces zones pavillonnaires. Il y en a 9 millions qui sont situées dans des communes de plus de 10 000 habitants ou leurs communes limitrophes. Ça veut dire, il y en a 9 millions de maisons individuelles qui sont une ressource qui est déjà là. Mais il y a déjà des gens dedans. Donc alors, il y a déjà des gens dedans. Mais alors, souvent, rajouter d'autres personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Souvent, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ce qu'on appelle un desserrement naturel des ménages. C'est-à-dire qu'on achète une maison où on la construit quand on est jeune parent, voilà, on va dire ça, voilà, le stéréotype. Donc, on va être 4 ou 5 dans la maison, puis il y a un desserrement naturel, les enfants partent faire leurs études, ne reviennent quasiment jamais le week-end, il peut y avoir des séparations, et on peut se retrouver, au final, tout seul dans sa maison, vieillir dedans, qu'elle soit plus adaptée. Et le principe, en fait, c'est que ces maisons non adaptées, on le remarque, nous, en fait, quand on fait des études sur un territoire, on remarque quoi? Que les T5, c'est-à-dire les typologies de 5 pièces et plus, sont habitées de 60 à 80%, donc dans tous les territoires français, par des ménages de 1 à 2 personnes. Alors, il faut repenser l'organisation faut faciliter les personnes à l'intérieur des logements qui existent déjà. C'est ça que vous dites? Alors, repenser le logement ou alors plutôt faciliter les parcours résidentiels, c'est-à-dire... très concrètement, ça veut dire très quoi? concrètement, ça veut dire qu'il y a déjà des maisons, des grandes maisons pour accueillir des familles et il manque des plus petits logements, par exemple. Et donc, on peut construire un petit logement dans le jardin de la grande maison. Je vous prends le cas concret. Je pense à une dame qu'on a accompagnée dans la ville de Périgueux. Elle est venue nous voir parce qu'elle disposait d'une maison des années 70 avec quelques marches, vous savez, c'était ses planchers. Oui, on voit ça aussi dans le doc. On voit ça aussi dans le doc. Donc, et elle est venue nous voir avec l'idée, et donc c'est là que c'est intéressant, au tout départ, d'agrandir sa maison parce qu'elle avait besoin d'un étage de vie, alors une chambre avec une salle de bain de plein pied, avec son étage de vie. Et donc d'agrandir encore alors qu'elle habite toute seule d'une maison de 100 mètres carrés. Alors qu'est-ce que vous lui avez proposé? Nous, on lui a regardé bien sûr son idée, parce qu'on regarde toujours l'idée des personnes, et par contre on lui a montré tout le potentiel de sa parcelle, dont, et c'est le projet qu'elle a finalement réalisé, c'était le projet
de se construire une petite maison de À côté de sa grande 70 maison. mètres carrés et de vendre sa maison existante. Et donc, vous, effectivement, vous créez davantage de surfaces d'accueil et d'habitation. C'est ça. En revanche, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que finalement, on densifie encore plus le territoire. Alors oui, mais alors quand on imagine des parcelles, enfin là, la personne quand je vous en parle, bah, oui, elle vit beaucoup mieux dans cette petite parcelle de 400 mètres carrés plutôt que la grande parcelle de 1000 mètres carrés. Et en fait, on retrouve deux familles qui vont pouvoir continuer déjà, qui décident de vivre ensemble à côté et qui vont pouvoir partager le jardin, faire chacun leur jardin et on densifie. Mais on densifie, la population croît aussi. Donc, il faut leur trouver des lieux d'habitation. Vous parlez de la face cachée de la densification, Jean-Marc Stébé. Expliquez-nous ça. Oui, effectivement, c'est tout à fait pertinent ce que vous dites sur densifier, pour aller dans le sens de la loi climat pour zéro artificialisation nette. Mais mon collègue et le collègue de M. Henry, ancien Jean-Michel Léger, a fait une étude justement sur le phénomène BIMBY. Et il montre bien que tout le monde n'est pas forcément content parce que le terrain perd de sa valeur au niveau foncier. Deuxièmement, les voisins se rapprochent quand on veut rajouter une maison dans le jardin. On remet en cause l'ensoleillement. Il y a aussi le voisinage qui n'est pas forcément Oui, bien sûr. adapté. Et en même temps, on dit sur ce plateau, mais il faut trouver des solutions pour loger près de, je ne sais pas, 500 000 personnes qui ont besoin d'un logement. Non, mais ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut être extrêmement prudent. C'est un travail de dentelle, extrêmement précis. Parce que l'agence parisienne d'urbanisme, la PUR, a fait une enquête dernièrement qui est sortie au mois de juin dernier. Vous l'avez peut-être vu dans Le Monde, il y avait un article sur 416 500 maisons dans le Grand Paris. 416 500. 18% du territoire. 48% sur ces 18% des 416 000, il y en a 48% qui sont végétalisés. Donc, c'est des sources de fraîcheur. Ça permet Vous dites que ça accompagne aussi le défi environnemental et écologique qu'on doit tous accompagner. Il faut bien sûr densifier, mais de façon douce. C'est ce que vous dites, on parlait tout à l'heure en off de densification douce. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Ce n'est pas une densification massive. Je termine, un exemple. J'ai un doctorant, Romain Rousseau-Perrin, qui soutient sa thèse le 18 décembre. Très bien, on le salue, Romain Rousseau-Perrin, si vous nous regardez. Le 18 décembre, le 13 décembre prochain, le 13 décembre, parce que ça porte bonheur, le mercredi 13 décembre, il vient de faire une étude sur Châlons-en-Champagne. Vous connaissez ? Et alors dites-nous, qu'est-ce qui se passe à Châlons-en-Champagne ? Châlons-en-Champagne. Le maire, c'est M. Apparu, ancien ministre du Logement. Il a accepté de financer la thèse de Romain Rousseau-Perrin parce que lui... Mais que dit cette thèse ? Dites-nous, parce que là, on a du mal à vous suivre. Oui, bien sûr, il faut que... tout simplement parce qu'il part du constat que les Français souhaitent résider dans une maison individuelle. Et donc, il va à la recherche de la plus petite parcelle, 35 mètres carrés, jusqu'à... Pour construire des maisons. Pour construire des maisons, en hauteur, bien sûr, ce n'est pas pour les personnes âgées, bien sûr, mais il construit dans l'hypercentre de Châlons une centaine de maisons. Dans l'hypercentre, ça c'est la question de la densification aussi des cœurs de ville où les gens ont envie peut-être parfois d'habiter, mais où ils peuvent juste tout simplement pas habiter parce que ça demande d'avoir les moyens. Oui, puis je pense qu'il faut distinguer... les zones pavillonnaires, les lotissements dont on a parlé, dont parle le documentaire, qui sont des zones qui sont extrêmement éloignées, on l'a vu, des centres-villes, des centres urbains, et puis effectivement des maisons individuelles qui sont proches des centres-villes, dans les premières, deuxièmes couronnes, la banlieue parisienne et plein de banlieues ou de périphéries, disons, de communes, de grandes métropoles sont constituées de maisons. Donc, je pense qu'il faut distinguer aussi les choses, il faut être un peu précis sur la question de la maison individuelle. Il y a le lotissement qui est un phénomène d'urbanisation très caractérisé qu'on a déjà présenté. Et puis il y a les maisons individuelles qui se fabriquent, qui se sont fabriquées et qui continuent à avoir des attraits, mais dans une configuration qui les met proche des services et proche des équipements. Et c'est bien là où se fait la différence. Se passe le défi.
Xavier de Jarcy. Oui, parce que par exemple, en Belgique, dans le nord de la France, vous avez beaucoup de maisons individuelles, mais qui sont les unes contre les autres. Oui. Donc ça crée des endroits relativement denses, proches des services, mais ça permet aussi aux gens d'avoir leur petit jardin derrière, enfin, d'être indépendants. C'est le modèle village, hein. On l'a en France aussi, hein. C'est ce qui fait la beauté et le plus beau coin touristique de France, c'est qu'en fait, qui sont constitués de maisons individuelles avec le jardin à l'arrière de la maison. Tout à fait. Et le problème, c'est qu'en France, les centres des petites villes ont tendance à se désertifier parce que les gens les quittent pour aller vivre à l'extérieur, ce qui fait qu'il y a plein de logements disponibles. Donc c'est la question des logements vacants aussi. Voilà, comment proposer les logements vacants, comment les repérer? Qu'est-ce qui est imaginable aussi pour les mettre à disposition Donc ces logements vacants, il faut pouvoir souvent les transformer, les réhabiliter et montrer aux gens que ça peut être agréable de vivre en centre-ville. Ça, c'est une piste aussi. C'est une piste, et puis ça veut dire aussi qu'il faut être beaucoup plus précis aussi sur l'identification des possibilités d'habiter. Par exemple par exemple, sur la question des sols, vous l'avez évoqué à propos du BNB, effectivement, dans certaines zones d'habitat individuel, les jardins représentent des réservoirs de biodiversité qu'il faut vraisemblablement préserver. Parce qu'elles sont dans des continuités, des corridors écologiques, etc. Donc on ne va pas les densifier, ces endroits-là. Donc ça veut dire que chaque situation, je crois beaucoup au fait que chaque situation doit dorénavant être examinée pour ce qu'elle est. Et ce qui a été dit dans le documentaire, c'est-à-dire qu'on peut faire à peu près tout n'importe où, c'est terminé. Je pense qu'il faut l'admettre qu'aujourd'hui, on est dans un urbanisme et un aménagement qui doit être au plus près des spécificités, des caractéristiques des territoires. Et que les solutions un peu clés en main, comme le lotissement le représente, oui, ça c'est terminé. Ça veut encore pas dire qu'on va démolir ce qui existe, mais ça veut dire que maintenant, il faut avoir des attitudes beaucoup plus situées et beaucoup plus proches des territoires et de leur réalité. Jean-Marc Sébé. Oui, je pense que c'est aussi un travail d'éducation auprès des familles françaises et des Français, parce que la fabrique des cités, un think tank de Vinci, vient de faire une enquête et montre que 88% des Français sont favorables à l'artificialisation des sols. Puis quand on rentre dans le détail de l'enquête, on voit bien qu'ils ne sont plus que 49% favorables à, à ne pas résider dans un pavillon. Donc ils sont encore là très marqués dans l'image du pavillon avec jardin. Et ils ne renoncent pas, même si dans les faits, ils disent oui, on est d'accord avec l'artificialisation des sols. Je ne pense pas qu'on puisse opposer, pardonnez-moi, je ne pense pas qu'on puisse opposer les modèles aujourd'hui. Justement, la question, c'est comment on compose avec tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une complexité et qu'il faut admettre, voilà, les situations, la situation dans laquelle on est en France et en Europe et dans le monde, oblige à regarder les choses avec beaucoup plus de précision. Est-ce qu'il y a justement des exemples d'urbanisme plus vertueux qu'on a en tête et qu'on peut prendre, pour exemple, et qui sont des bonnes pistes à observer? Mais justement, on manque d'exemples. C'est ça le problème. On manque de modèles. C'est-à-dire que... On donne souvent les Pays-Bas, non, comme exemple d'urbanisme. C'est une... Oui, mais on ne peut pas transformer la France en Pays-Bas. C'est trop tard. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. C'est trop tard. On peut pas... il faut prendre l'existant tel qu'il est et le faire évoluer doucement. Voilà. Oui, et puis la question, elle est foncière aussi aux Pays-Bas. On est sur une dissociation de la construction du terrain. Ce qui en France est aujourd'hui très très difficile. Certaines grandes métropoles le mettent en place. Donc on crée des foncières solidaires, on crée des établissements qui gardent la propriété des sols et qui passent par des baux. Et ça permet aux collectivités de garder, par exemple, un droit de regard sur les sols, ce qui est aujourd'hui en France très difficile à mettre en place. Finalement, depuis la fin des grands ensembles, la France... n'a pas eu de projet urbain collectif commun comme ça. Peut-être que le développement durable fera naître aussi un nouveau projet collectif. Oui, c'est ça. Avec le zéro artificialisation nette, de toute façon, on n'a pas le choix que d'aménager le territoire différemment. Alors, je voudrais quand même rebondir sur le budget des ménages. Alors, de toute façon, il y a un frein aujourd'hui. Les Français n'ont plus accès aux emprunts, donc ils ont peu de moyens, les coûts de construction augmentent, donc en fait il y a de toute façon un frein de toute la production et de la chaîne du logement. Et la question est de savoir, aujourd'hui, la maison individuelle restait encore, et on l'a bien dit, le moyen le plus abordable d'accéder à la propriété, c'est-à-dire que les gens aussi pouvaient finir leur logement. Et aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Voilà. Et du coup, mais ça reste encore le cas.
C'est-à-dire que c'est encore au mètre carré, ce qui permet d'avoir un logement le plus abordable possible. Merci à vous. Merci à vous quatre d'être venus sur ce plateau. On pourrait continuer la discussion. Pour aller plus loin, Patrick Henry, je rappelle le titre de votre livre, Des tracés aux traces pour un urbanisme des sols. C'est aux éditions Apogée. Et Jean-Marc Stébé, Le Pavillon, une passion française, aux éditions PUF. On peut bien sûr vous lire dans Télérama. Bien sûr, on peut revoir notre documentaire et ce débat sur le site France.tv. La soirée continue sur France 5 avec le documentaire Bumidum des Français venus d'outre-mer. C'est tout de suite sur France 5. Surtout, ne partez pas de cette chaîne. Bonsoir, à bientôt.